Ce film m'épuise, physiquement. Salut, ici Mookie et bienvenue sur Bookie Covers, la chaîne secondaire de Mookie Dunia. Ce matin, je me suis réveillée et il y avait de la neige. Je sais, nous sommes en avril, on dirait que Dame Nature n'a pas eu le mémo. C'est à peu près l'équivalent d'un 10-11 novembre, peut-être un 28 octobre quand il fait très froid, mais en tout cas, ça ne ressemble pas du tout au mois d'avril habituel à Québec. Donc, j'ai décidé de m'habiller comme une reine de la nuit et commenter avec toi Sierra Burgess is a loser. Je sais, I'm late to the party, mais pour ma défense, à l'époque où j'ai regardé pour la première fois et pour la deuxième fois ce film, je n'avais pas encore de chaîne BookTube. J'avais prévu écrire un article de blog sur le sujet, mais je me suis rendu compte que ça serait un article beaucoup trop long et que j'avais beaucoup trop de choses à dire sur le sujet. Pourquoi je veux parler spécifiquement de Sierra Burgess? C'est parce que, selon la rumeur, Sierra Burgess est un revamp, une revisitation gender bend de la pièce de théâtre Cyrano de Bergerac. Cyrano de Bergerac est une pièce de théâtre française écrite par Edmond Rostand à la fin du 19e siècle et elle se déroule de 1640 à 1655. Cyrano de Bergerac était une véritable personne qui avait la réputation d'avoir une grande gueule et un nez un peu fort. Un personnage que Edmond Rostand a rendu plus grand que nature dans sa pièce éponyme. Il est aussi à noter que les personnages de Lebray, de Roxane et de Christian de Neuvillette existaient aussi dans la réalité, mais en vérité, le vrai Cyrano de Bergerac n'a jamais eu un attachement romantique envers Roxane, qui était vraiment sa cousine. Et il y a autre chose à noter, je connais très bien Cyrano de Bergerac. J'ai été obsédée par Cyrano de Bergerac pendant la grande majorité de mon adolescence. Je la connais tellement par cœur que je peux repérer dans une adaptation cinématographique ou une adaptation sur scène, je l'ai déjà vue sur scène, je peux repérer quels vers ont été coupés et à quel endroit exactement. J'ai vu le film avec Gérard Depardieu, j'ai aussi vu le film américain de 1951 si je ne me trompe pas. Je l'ai vu sur scène comme je l'ai dit à Montréal. Le livre qui m'a introduite à Cyrano de Bergerac était le livre de Dominique Demers, Ta voix dans la nuit, qui s'inspire plus ou moins librement de la pièce. Donc on peut dire que je m'y connais un petit peu quand on parle de Cyrano. Et quand j'ai entendu que Sierra Burgess s'inspirait de Cyrano, j'ai dit non. Donc dans cette vidéo critique, dans ce rant, je vais parler plus précisément des points de contact entre la pièce et Sierra et comment ça aurait pu être amélioré, comment ça aurait pu être un très bon film. Je ne m'oppose pas du tout à l'adaptation moderne de certaines pièces ou certaines œuvres classiques. Au contraire, quand c'est bien fait, c'est brillant, c'est du bijou. Ce n'est pas une question de barrière de langue, puisque, comme je l'ai dit, il y a eu une adaptation de la pièce dans un studio américain. C'était un film très vieux en noir et blanc, il y avait même ajouté le personnage du cardinal de Richelieu, qui est nommé dans la pièce, mais qui n'est pas un personnage à proprement parler. Mais c'était un ajout qui ne faisait pas tâche dans le film. Il n'y avait aucune raison que ça foire, et pourtant, ça a foiré. Il y a... Pourquoi? Si tu ne sais pas du tout de quoi parle Cyrano de Bergerac, je vais te donner le résumé le plus concis et le plus exhaustif possible de la pièce que je connais sur le bout des doigts. Je ne veux pas me vanter, c'est juste pour te dire à quel point je suis insultée qu'on puisse dire que Sierra Burgess ressemble à Cyrano. C'est genre l'équivalent de l'adaptation Netflix de Death Note ou le film The Last Airbender par Night Shyamalan.
Dans l'acte 1, Cyrano de Bergerac nous est présenté comme un grand lion rugissant. Il apparaît dans le théâtre de Bourgogne pour interrompre une pièce de théâtre dans laquelle jouait un acteur qu'il déplore. En même temps, nous avons les brèves apparitions de Roxane, l'objet de son affection, et Christian de Neuvillette, qui est un baron qui vient d'arriver sur Paris, qui composera la troisième pointe de ce triangle amoureux. C'est dans cet acte-là que nous retrouvons la tirade d'Énée, qui est la tirade la plus populaire et la plus citée de toute la pièce, ainsi que la ballade que Cyrano compose à l'improviste, tout en se battant en duel avec le vicomte qui était promis à Roxane, supposément. Mouki au montage. Ici, je me rends compte que je n'ai pas bien expliqué en quoi consiste la tirade d'Énée, parce que j'assume que tout le monde connaît la tirade. En fait, c'est une tirade que Cyrano déclare à propos de son nez pour à la fois ridiculiser les gens qui ne savent pas bien parler de son nez et aussi montrer qu'en apparence, il n'a aucun complexe. Il sait que son nez est grand et c'est un peu le même jeu dans la ballade quand il compose à l'improviste cette ballade. C'est pour montrer qu'il maîtrise à la fois le verbe et l'épée. À la fin de l'acte, Cyrano avoue à son meilleur ami Lebray qu'il est amoureux de sa cousine Roxane et que ça le fait énormément souffrir puisqu'il ne correspond pas aux standards de la beauté de la société, qu'il est très laid à cause de son nez. Mais Lebray le convainc que peut-être il aurait une chance avec Roxane, ce qui est encouragé par l'arrivée de la douaine, qui est la nourrice de Roxane et qui lui annonce que sa cousine veut le rencontrer en secret. Cyrano et Roxane se rencontrent dans la boulangerie de Ragueneau, qui est un personnage secondaire qui a son importance dans la pièce, mais pas dans notre résumé actuel parce qu'il n'apparaît pas dans Sierra Burgess. Roxane avoue être tombée amoureuse au premier regard de Christian de Neuvillette, qui vient d'arriver dans la compagnie de Cyrano. La compagnie est une espèce de bataillon, c'est une armée dont Cyrano fait partie, les cadets de Gascogne, qui est gérée par Carbon de Casteljaloux. Ce sont les cadets de Gascogne de Carbon de Casteljaloux. Bretteur et menteur sans vergogne, ce sont les cadets de Gascogne de Carbon de Casteljaloux. Puisque les cadets de Gascogne sont tous du sud de la France et que Christian est du nord, elle sait que Christian va se faire taquiner, pour utiliser des mots gentils, par les cadets et elle demande à Cyrano de le protéger, de le mettre sous son aile, qu'on ne le touche pas, qu'on le laisse tranquille. Cyrano le promet. Ensuite arrive le comte de Guiche qui forme le quadrilatère, le losange maintenant de cette aventure amoureuse. Le comte de Guiche est le grand méchant de l'histoire. Il est puissant, c'est un grand protecteur des autres petits barons et marquis et tout ça. Au fond, les hommes les plus puissants protégeaient les nobles les moins influents et c'est aussi pourquoi Cyrano fait tâche, parce qu'il n'a personne pour le protéger. Et le plan de Guiche était de marier Roxane à l'un de ses protégés, le vicomte de Valvert, pour qu'il fasse de Roxane sa maîtresse. Il est adultère. Donc de Guiche arrive et offre sa protection à Cyrano puisqu'il a été impressionné par tout le carnage qu'il a produit la veille dans l'hôtel de Bourgogne. Est-ce que j'ai dit le théâtre ou l'hôtel? C'est l'hôtel de Bourgogne. Et aussi, il aurait battu 100 hommes à lui tout seul qui voulait s'en prendre à un autre de ses amis qui était un poète. Mais dans l'acte 2, le lendemain de tout ce capharnaüm, on apprend que Cyrano est un héros, que c'est lui qui a battu 100 hommes à lui tout seul et aussi qu'il ne désire pas la protection de Guiche. C'est là que l'animosité et aussi une espèce de respect entre les deux personnages naît. Ensuite, confrontation très courte et rencontre entre Cyrano et Christian. Christian, pour faire le fier et pour être admis dans la compagnie, se moque du nez de Cyrano qui est un sujet tabou partout où il va. Cyrano décide de l'affronter seul, puis de lui dire « C'est correct, je vais te protéger, je suis ton ami, créons ensemble un héros de roman. » Et c'est là que la situation de catfishing ou de tromperie entre en jeu. Cyrano décide de prêter ses mots à Christian qui, bien qu'il soit beau, est un idiot. Il n'a pas l'esprit pour les belles lettres, il n'a pas de beau langage, il ne sait pas parler aux femmes, ce qui est très important dans le contexte
sociale de l'époque, puisque nous sommes dans le courant littéraire de la préciosité. Il y a cette espèce d'amour du beau langage. Les femmes nobles invitent des grands philosophes et des grands auteurs dans leur salon pour qu'ils puissent lire leurs dernières œuvres et parler joliment. Les lettres aussi sont écrites pour être lues publiquement, donc oui, il faut utiliser une langue très raffinée et Christian n'a pas ça. Donc Cyrano lui propose de créer ensemble un héros de roman. Christian sera le visage et Cyrano sera la voix, un peu comme dans Phantom of the Opera ou comme dans Sarah Burgess. C'est la fameuse scène du balcon qui est l'une de mes préférées personnellement, je la trouve très belle. Encore une fois, je n'ai pas expliqué la scène du balcon parce que je prends pour acquis que tout le monde la connaît. Au fond, Cyrano a demandé à Christian de l'aider à créer un héros de roman pour qu'il puisse avouer indirectement son amour à Roxane, et c'est ce qui se déroule dans la scène du balcon. Au début, Christian répète après Cyrano qui lui souffle les mots sous le balcon de Roxane, et Cyrano, à un moment donné, échange de place avec Christian et profite de la nuit pour ouvrir son cœur à Roxane et devenir complètement vulnérable. C'est aussi à la veille d'une guerre entre l'Espagne et la France, le siège d'Arras ou d'Arras. De Guiche devait partir pour la guerre, mais finalement il décide de rester en France pour revenir séduire Roxane. Roxane, apprenant cela, décide d'épouser à la va-vite Christian. Ils décident d'officialiser leur union sur le champ, pendant que Cyrano distrait De Guiche avec une improvisation de sa composition qui est une référence directe aux vraies œuvres du véritable Cyrano de Bergerac. De Guiche, apprenant qu'il a été joué et que la femme qu'il voulait lui a complètement échappé, décide d'emmener la compagnie de Cyrano et de Christian en guerre. Ils se rendent donc au siège d'Arras. Les Gascons sont en train de crever de faim. Roxane arrive avec Ragueneau, avec des victuailles plein son chariot, et elle apprend à Christian qu'elle est arrivée dans le siège d'Arras, qu'elle a mis sa vie en danger parce qu'elle est tombée amoureuse de toutes les lettres que Cyrano lui a écrites. En effet, avant de partir en guerre, Roxane a fait promettre à Cyrano que Christian lui écrivrait. Naturellement, c'est Cyrano qui écrit toutes les lettres, il lui écrit au moins 2 fois par jour, et elle a tellement été conquise et enivrée par ces mots qu'elle a décidé de braver les Espagnols et de rejoindre l'homme qu'elle pense aimer, Christian. Juste avant cela, Christian s'est rendu compte que Cyrano était en fait amoureux de Roxane, quelque chose qu'il ne lui avait jamais dit. Il pensait juste que Cyrano voulait bien l'aider, qu'il voulait être gentil avec lui, mais non, c'est parce qu'il voulait avouer son amour à Roxane par un subterfuge. Christian donc, se voyant pris dans cette espèce de triangle amoureux et se rendant compte que Roxane ne l'aime pas lui, mais elle aime les mots de Cyrano, qu'elle aime en fait Cyrano, ce qui est accentué par le fait que Roxane lui dit « Je t'aimerais même laid, même défiguré, je t'aimerais malgré tout parce que j'aime ton esprit. » Christian se dit « Oh shit, elle ne m'aime pas, je vais aller dire à Cyrano qu'il doit lui révéler toute la vérité. Ciao bye, moi je vais me battre avec les Espagnols. » Et Christian meurt, il se fait tirer dessus, il crève. Et il avait contre sa poitrine la dernière lettre que lui, Cyrano, aurait dû écrire à Roxane, aurait dû envoyer à Roxane. Et Roxane récupère cette lettre-là. Avant que Christian ne meure, Cyrano chuchote au mourant « Je lui ai tout dit, c'est toi qu'elle aime toujours », ce qui est un mensonge. Acte 5, 15 ans ont passé, l'acte au complet se déroule dans le couvent dans lequel s'est retirée Roxane après la mort de Christian. Le comte de Guiche est monté en grade, il est devenu un héros de guerre, il s'appelle maintenant le duc maréchal de Gramont, et on apprend au tout début de l'acte qu'au contraire Cyrano est très pauvre, il vit dans la misère, il s'est fait un ennemi de tout le monde et il a été victime d'une tentative d'assassinat. Quelqu'un a laissé choir une pièce de bois sur sa tête. Ce qui fait écho à la véritable façon dont Cyrano de Bergerac est mort. Je pense qu'il s'est fait assommer avec un marteau ou quelque chose. Dans tous les cas, des gens en avaient après lui. En fait, c'est un mort qui marche puisqu'il arrive tout de même au couvent comme à toutes les semaines pour apporter sa gazette à Roxane. Donc il énumère les faits qui se sont déroulés dans la semaine pendant qu'elle finit sa tapisserie qui pourrait
selon moi, sous toute réserve, pourrait être une référence à Pénélope qui attend Ulysse. Si tu ne connais pas l'histoire d'Ulysse et Pénélope, Ulysse prend 20 ans, plusieurs années, avant de revenir de la guerre, puisqu'il avait mis en colère Poséidon, ce qui a donné lieu à l'œuvre de l'Odyssée par Homère. Et Pénélope se faisait sans cesse harceler par son royaume en disant « Tu devrais choisir un nouveau roi, tu devrais te remarier, Ulysse est sûrement mort. » Et elle a dit « Je vais me marier quand j'aurai fini ma tapisserie. » Donc tout le jour, elle faisait sa tapisserie pour le soir défaire les chevaux et recommencer le lendemain afin qu'elle ne soit jamais finie. Ce qui pourrait être un symbole indirect de Roxane qui attendra toujours son amour et qui ne sait pas que cet amour est juste devant elle, de la même façon que Pénélope n'a pas tout de suite reconnu Ulysse, ce qui est compréhensible, quand il est revenu finalement de son odyssée. C'est ma théorie, je la partage, tu en fais ce que tu veux. Cyrano, bien que mourant, arrive dans le couvent. Il est très orgueilleux, donc il n'avoue pas qu'il est pauvre, il n'avoue pas qu'il n'a pas mangé, il n'avoue pas qu'il est blessé, et il demande comme ultime faveur à Roxane de lire la dernière lettre de Christian, de Cyrano. Et pendant que la nuit tombe, il lit la lettre et Roxane finit par reconnaître la voix qu'elle avait entendue sous son balcon 15 ans plus tôt. Il commence à faire de plus en plus noir. Cyrano continue à réciter de mémoire la lettre. Roxane se rend compte de toute la supercherie. Hélas, il est trop tard. Cyrano meurt dans une dernière tirade qu'il adresse à la mort. Il meurt malgré tout heureux puisque la vérité a été révélée. Et c'est la fin de Cyrano. J'espère que j'ai été aussi claire que possible. La raison pour laquelle, selon moi, Cyrano de Bergerac est aussi populaire, est encore aussi populaire de nos jours, c'est parce que c'est un très beau commentaire sur l'apparence, ça peut être un commentaire sur la vie est trop courte, dites aux gens que vous les aimez quand il est encore temps, ça peut être aussi un commentaire sur la vie est cruelle. On voit en effet que le grand vainqueur social de toute cette pièce-là est le comte de De Guiche qui monte en grade, etc., mais qui avoue qu'il n'est pas vraiment heureux parce qu'il envie beaucoup l'esprit mousquetaire et l'intégrité de Cyrano. Ça peut être un commentaire sur rester intègre à ses valeurs puisque Cyrano reste identique à lui-même tout au long. Ça peut être un commentaire, encore une fois, sur comment les plus grandes gueules sont aussi celles qui souffrent le plus. Ça aurait pu prendre toutes sortes de directions, mais à la place, nous avons eu Sierra Burgess, dont je vais commenter certaines scènes. Je ne vais pas commenter toutes les scènes parce qu'à un moment donné, la pièce et le film se séparent, ils divergent, ce qui est une très bonne chose, mais je vais essayer de mettre ma lumière sur le film et pourquoi ça aurait pu être une meilleure adaptation et que c'est une insulte que ça se considère comme une revisitation de Cyrano de Bergerac. Je tiens d'abord à souligner que le fait que Sierra Burgess soit proche phonétiquement de Cyrano de Bergerac fait juste remuer le couteau dans la plaie. Nous avons ici la toute première réplique de Sierra qui est You're a magnificent beast. Tu es magnifique, tu es une bête merveilleuse. Ce qui déjà est un problème. J'ai déjà décrit le personnage de Cyrano comme quelqu'un de très très éloquent mais qui souffre en privé. Il a beaucoup de complexes, il est complexé par son nez. Des fois, il rêve de marcher à petits pas dans la lune. Il aimerait lui aussi au bras en avoir une femme, et soudain il aperçoit son ombre sur le mur du jardin, il voit son nez, il voit qu'il ne mérite pas d'amour. Donc ça c'est lui en privé versus la tirade des nez, la tirade des non merci qui apparaît dans l'acte 2 qui est aussi l'une de mes tirades préférées. Donc il est très très bavard, mais il cache des plaies très très profondes aussi. Ce qui aurait pu être abordé dans la toute première réplique de Sierra. Elle se regarde dans le miroir, elle aurait pu faire une grimace genre « Ah, j'ai un bouton d'acné ». Et finalement se reprendre « Non, non, you're a magnificent beast ». Ou encore, puisque ensuite, elle va embrasser l'aquarium, whatever, la cage de sa tortue, ce qui est franchement dégueulasse. Elle aurait pu témoigner plus d'affection à son animal de compagnie qu'à elle-même, ce qui encore une fois aurait été un message beaucoup plus puissant selon moi, donc de témoigner beaucoup d'affection aux autres mais pas à elle-même, ce qui est très relatable pour un adolescent, une adolescente. En tout cas, personnellement, c'est ce que je pense. On a toujours tendance à être plus dur avec soi-même qu'avec les autres.
Et là, nous avons la scène qui énerve tout le monde, la scène du déjeuner avec ses parents. Alors, ma théorie, et je n'ai aucune preuve, donc c'est sous toute réserve, c'est qu'ils ont séparé le personnage de Cyrano en trois. Le vrai Cyrano était un auteur. Il a écrit La mort d'Agrippine, qui est une pièce en 5 actes. Il a aussi écrit différentes façons de monter vers la lune, de voyager vers la lune, qui sont presque toutes citées ou toutes citées dans l'acte 3. C'est un grand virtuose de la plume. Son génie littéraire sera représenté par le père de Sierra qui cite de mémoire Charles Dickens. Ok? Et je vais pas faire semblant qu'il n'y a aucune référence dans Cyrano de Bergerac. Il y a énormément de références à la littérature classique, à la mythologie grecque, aux couples historiques comme le couple de César et de Cléopâtre. Donc le père de Sierra cite Charles Dickens fait du sens. Sauf qu'il a l'air tellement pédant que ça marche pas. Sa mère est une motivational speaker, une conférencière, et elle invente des acronymes, des espèces de mantras pour faire en sorte que les gens se sentent bien. Et elle a aussi écrit des livres, donc là ça serait beaucoup le côté éloquence, le côté personnage public de Cyrano, ce qui laisse Sierra avec la laideur ou l'apparence banale, l'apparence qui ne correspond pas aux standards trop élevés de la société, et je trouve que c'est vraiment pas grand chose parce que ça laisse le personnage vide, et ça a été un reproche qui a été adressé par beaucoup de youtubers que je t'invite à visiter dans la description. Donc Sierra est laissée avec le fait qu'elle ne se préoccupe pas beaucoup de son apparence, ce qui a été aussi abordé dans Ta voix dans la nuit par Dominique Demers. Fanny, l'héroïne du roman, ne se préoccupe pas beaucoup de son apparence, mais c'est aussi une forme de rébellion, d'opposition contre sa mère qui est très préoccupée par son apparence, et aussi elle est très éloquente, elle est très intelligente, elle est très têtue, elle a une très grande confiance envers son intelligence et son esprit. Donc il y a beaucoup plus à creuser dans ce personnage-là que dans Sierra. Et c'est dommage parce qu'elle aurait pu être capitaine de debate team. C'est un peu exposé, si je ne me trompe pas, avec son amitié avec Danny, qui est l'équivalent de Lebray, le meilleur ami de Cyrano. Donc Danny qui est très éloquent dans ses débats, alors que ça aurait pu être Sierra qui le fait parce que son personnage est supposé être éloquent, c'est supposé être elle, Cyrano. Les créateurs auraient pu emprunter un paquet d'allées juste en se fiant au matériel original. Bookie au montage. Encore une fois, je me rends compte que je fais preuve de mauvaise foi dans mon analyse, puisque Sierra a deux activités principales. La première, c'est le tutorat qui aura son importance plus tard, donc c'est une démonstration d'intelligence et de culture, ce que Cyrano a aussi dans la pièce et ce que Fanny dans Ta voix dans la nuit a aussi. Et elle a également la musique, elle joue de la flûte. Cyrano était musicien, c'est à préciser. Dans la pièce, je ne suis pas sûre pour le véritable Cyrano, mais ces activités ont beaucoup moins d'importance, prennent beaucoup moins de place que l'intrigue amoureuse, et c'est ce que je trouve dommage parce que ça empêche Sierra d'être multidimensionnelle, d'être plus profonde que son apparence ou son intrigue amoureuse. Donc je trouve qu'il y a un trou qui aurait dû être comblé dans le développement de son personnage et de sa personnalité. Nous avons ensuite la scène d'introduction de Veronica qui est l'équivalent de Christian. Souviens-toi, j'ai dit dans mon résumé de Cyrano qu'il y avait une espèce de losange amoureux et que De Guiche était le grand méchant de l'histoire. Christian et Cyrano ont un conflit dans l'acte 2, mais c'était juste une espèce de bravade. Christian voulait être accepté par le groupe, il a décidé de provoquer Cyrano, ça s'est retourné contre lui, bagne, réconciliation, amitié. Dans le cas de Sierra, j'ai l'impression que Veronica et De Guiche ont comme été fusionnés, ce qui lui donne un petit peu plus de profondeur, malheureusement et heureusement, parce que finalement son arc est beaucoup plus intéressant que celui de Sierra. Je pense que c'est un assez gros consensus, mais ce que je trouve irréaliste, et je parle de mon expérience personnelle, si ton expérience est différente de la mienne, y a pas de problème, mais devenir amie avec quelqu'un qui me harcèle sans arrêt, qui littéralement veut me mettre à terre,
dire me rapprocher de cette personne et devenir son amie et lui demander de l'aide, j'aurais des gros problèmes de confiance avec cette personne. J'aurais du mal à m'ouvrir. Et je sais que finalement, Veronica a beaucoup d'insécurité et c'est ce qui fait en sorte qu'elle est très bitch dans son école. En tout cas, selon moi, une amitié entre un harceleur, un bully et la personne que le bully harcèle est très irréaliste. Il y a cette espèce de volonté de vouloir dire que tout le monde est gentil et tout le monde a des problèmes et c'est juste des grandes zones de gris avec lesquelles je suis d'accord jusqu'à un certain point. C'est pas parce que tu comprends les insécurités de quelqu'un que tu vas soudain bien t'entendre avec cette personne-là. Au contraire, il faudrait, selon moi, privilégier sa propre santé mentale et son propre bien-être au lieu de vouloir cultiver une amitié qui pourrait s'avérer toxique ou qui pourrait se révéler être une immense joke. Je sais pas, it rubs me the wrong way, ça me prend un rebrousse-poil, je n'aime pas ça. J'ai été intimidée, j'ai été backstabée, genre je ne me vois pas du tout être amie avec quelqu'un qui m'intimide, pas du tout. Par contre, l'un des points forts du film, Danny fait un bon Lebray. La grande différence entre Cyrano et Lebray, c'est que Lebray, il veut fitter dans la foule, il veut être accepté, il veut être aimé, et Cyrano préfère être seul que mal accompagné. Danny est très obsédé par son image sociale, il est très accro aux réseaux sociaux, il veut tout filmer sur son téléphone. Donc je trouve que c'est une bonne adaptation du personnage. Transférer Lebray qui veut plaire à tout le monde à Danny qui veut être vu par tout le monde, c'est assez intelligent, c'est un bon choix. Ok, ici nous avons la scène où Sierra se fait donner un devoir de poésie par son enseignante qui est super sassy. J'aurais préféré que le film soit juste à propos d'elle. Et où nous avons le fameux commentaire transphobe de l'une des amies de Veronica qui propose à Sierra qu'elle écrive sur son expérience trans. Super intolérant, mais ça aurait pu être une bonne idée encore une fois. Cyrano aurait pu être un homme ou une femme trans, un adolescent ou une adolescente trans qui se fait fortement intimidé dans son école parce que y a une société transphobique. Ça aurait pu être un très beau message sur la communauté trans et sur l'acceptation d'une personne trans. Un peu comme dans Felix Ever After ou dans Cemetery Boys, il y aurait pu y avoir cette espèce de conflit du personnage principal entre qui il est vraiment et ce que les autres voient. Mais le personnage de Cyrano Cyranette aurait pu être très vocal à propos de son expérience et dire « Non, c'est pas correct, fuck you ». Transphobe, allez toucher, allez en enfer, vous m'aurez pas, et en secret être comme j'aimerais être acceptée, j'aimerais être aimée par tout le monde. Il y aurait pu avoir une espèce de triangle amoureux, et je parle en tant que femme cisgenre hétéro, je ne fais pas partie de la communauté LGBTQ+, mais ça aurait pu être un excellent film qui prend un problème moderne et qui prend cette pièce classique qui se concentre sur l'apparence et l'esprit et ça aurait fait un masterpiece. Pour la suite de ce commentaire transphobe, l'enseignante défend Sierra contre son intimidatrice et après la fin de la classe, Sierra lui dit « Je n'ai pas besoin de personne pour me défendre », ce qui n'est pas vrai parce que je ne t'ai pas vu te défendre une fois. L'éloquence est allée à la mère, pas à elle. Ensuite, nous avons la scène du miroir, la scène de la confrontation directe entre Veronica et Sierra ou Christian de Guiche et Cyrano. Dans cette scène, Veronica dit à Sierra « Tasse-toi Frodo, tu vas briser le miroir » et Sierra lui dit « En fait, tu penses à Quasimodo, le personnage de Notre-Dame de Paris et un roman de Victor Hugo, blablabla. Notre-Dame de Paris est exactement comme la structure de notre école parce que les personnes les plus laides sont les personnes les plus ostracisées. » Il y a quelque chose qui m'énerve un petit peu dans la littérature. Il y a deux univers de la littérature. Il y a la littérature populaire et il y a la littérature classique, la vraie littérature. Donc, Victor Hugo, l'auteur de Notre-Dame de Paris, serait considéré comme classique, alors que Frodo serait plus une référence à la pop culture, Le Seigneur des Anneaux et son auteur J.R.R. Tolkien, le père de la fantasy moderne. Donc, référence à la pop culture versus référence à la littérature classique, explosion. Ici, je pense que c'était l'équivalent de la tirade des nez, qui est en référence au nez de Cyrano. Trois petits problèmes avec
cette scène en entier. D'abord, c'est trop court. Sierra aurait dû en profiter pour faire une espèce de grosse scène sur « Hey, je peux me défendre moi-même » et avoir un équivalent de référence à la pop culture et de référence à la littérature classique et whatnot pour vraiment river le clou à Veronica. Ensuite, le fait que Sierra fasse référence à la littérature classique, à Victor Hugo, est un peu irritant parce que ça montre qu'elle est puriste et qu'elle pense peut-être que le Seigneur des Anneaux n'est pas assez bon pour elle. Il faut que tu fasses référence à la littérature classique uniquement. Si tu fais référence à la pop culture, ton argument n'est pas assez solide. Il me semble que Frodo et les autres hobbits ont été critiqués dans la scène où ils arrivent à la taverne et où ils rencontrent Aragorn. Ça, je sais pas, ça fait très longtemps que j'ai vu les films et je n'ai aucune intention de lire les livres, donc tu peux me corriger là-dessus. Mais il me semble qu'il y avait quand même un stigma autour des hobbits. Et enfin, dans Ta voix dans la nuit par Dominique Demers, le collège où va Fanny, l'école secondaire où vont Fanny et sa persécutrice qui est Maryse. En fait, Maryse était l'amie de Fanny l'espace d'un été et ensuite elles se sont perdues de vue et elles se retrouvent quand Fanny change d'école dû à un déménagement avec sa mère et elle se rend compte que Maryse est extrêmement bitch avec elle et elle devient le bouc émissaire de Maryse qui fait en sorte d'essayer de lui voler le gars sur lequel elle a un crush qui est l'équivalent de notre Roxane, un peu comme dans ce schéma-là avec Sarah Burgess, un peu comme dans ce schéma-là. Et ce qui fait en sorte que Maryse a beaucoup d'armes contre Fanny, c'est qu'elles vont à une école secondaire très sélecte où tes notes sont super importantes et si tu coules un examen, tu pourrais ne plus avoir droit de participer à certaines activités. Il faut vraiment que tu restes au top niveau. Et ce n'est pas le cas dans Sierra Burgess, au moins je n'ai pas l'impression. Je n'ai pas été à une école publique. Dans mon école secondaire, j'ai été à une école privée et ça aurait pu ici être une école privée. Donc pour vraiment montrer que Veronica ne brille pas par son intelligence, ça aurait été pertinent de la mettre dans une situation où il faut que ses notes soient importantes. C'est même pas obligé d'être dans une école privée, ça aurait pu être si tu coules trop d'examens, tu ne peux plus être une cheerleader. Mais on sait tous que le sport est supérieur aux études, donc ce n'est pas le cas ici, mais je trouve que ça aurait ajouté un impact social un peu plus puissant, surtout quand Sierra essaie de se défendre, on reconnaît son intelligence, on accepte son intelligence. Et le fait que les filles derrière Veronica rient aurait été justifié parce qu'elles auraient compris la référence à Sierra puisqu'elles font aussi partie d'un très select collège ou whatever, école privée où elles doivent être intelligentes elles aussi. Et c'est Veronica dans ce moment-là qui est humiliée. Nous arrivons à la scène avec Jamie. Jamie va demander son numéro à Veronica parce qu'il la trouve très cute. Veronica donne le numéro de Sierra et non le sien parce que, selon elle, Jamie se tient avec des losers, donc elle ne veut pas faire partie de sa gang. Alors vous vous souvenez que Roxane a fait partie d'un quadrilatère amoureux dans lequel 3 hommes se battaient pour ses faveurs. Donc on pourrait penser que Jamie serait un garçon très populaire, ce qui aurait été justifié et ce qui a aussi été utilisé dans Ta voix dans la nuit. Est-ce que c'est original? Non. Est-ce que ça aurait été fidèle à l'œuvre originale? Oui. Mais dans ce cas-ci, encore une fois, il n'y a pas vraiment de justification parce que Jamie n'a pas de pouvoir finalement d'humilier potentiellement Sierra. C'est tellement une revanche étrange. Il y a 0 danger dans cette situation. Le seul danger, c'est Sierra qui catfish quelqu'un. Et granted, Serment de Bergerac est une histoire de catfish. On s'entend là-dessus. C'est un leurre, c'est un mensonge, mais il y a tellement plus dans cette pièce-là. C'est comme tellement plus riche que tout ce que Sierra nous expose ici. C'est ridicule et décevant. Et là, c'est la grande scène de la conversation entre Jamie et Sierra, le premier contact. Et en théorie, je n'ai rien contre ça. Honnêtement, je n'ai rien contre ça. C'est une bonne idée, c'est une bonne adaptation moderne de la pièce. C'est ce qui a été aussi fait dans Ta voix dans la nuit avec les moyens de l'époque. Je pense que le livre est sorti en 1998-99. Fanny, le personnage principal, rencontre
sa Roxane, l'équivalent de sa Roxane Gabrielle sur un forum de chat, mais ils ne savent pas qui ils sont dans la réalité. C'est une meilleure option en fait que ce qui se passe en ce moment. Je ne sais pas exactement comment ça aurait pu être modifié dans le cas de Sierra et Jamie. La situation est même louche parce que ni Danny ni Sierra ne savent qui il est, même si Jamie a envoyé un selfie à Sierra. Et honnêtement, creep. Même s'il pense parler à Veronica et qu'il pense qu'ils se sont déjà rencontrés, je trouve ça un peu creepy personnellement. Il y a une espèce de balance de pouvoir qui n'est pas très bien établie ici parce que techniquement Sierra et Jamie sont tous les deux victimes de Veronica. En d'autres termes, Cyrano et Roxane sont tous les deux victimes de Christian alors que techniquement c'est Roxane la victime dans la situation. Plus tard Jamie devient la victime quand la balance des pouvoirs est rétablie, mais je trouve juste que le premier contact est weird et très très étrange. Mais je pense sincèrement qu'il y aurait eu moyen de travailler plus efficacement avec ça, que Jamie et Sierra connectent sans l'aide de Veronica et que plus tard il y ait cette espèce d'imbroglio de Jamie dit en fait j'ai un crush sur Veronica et je sais pas, j'espère peut-être que c'est toi. Il n'y aurait pas dû y avoir de middleman, c'est ce que je veux dire. Nous arrivons ensuite à la scène un petit peu après que Sierra apprend que Jamie pense qu'il parle à Veronica et où Veronica traverse une peine d'amour puisqu'elle vient de se faire laisser là par son copain qui est à l'université maintenant et qui pense qu'elle n'est pas assez intelligente, ce qui est une référence directe à Cyrano de Bergerac, Christian qui n'est pas assez intelligent pour l'élite de la société, un kid d'université. Et c'est dommage qu'il y ait un quatrième ingrédient dans cette Recipe for Disaster parce que ça annule complètement le triangle amoureux. Il y a plus de tension, il y a plus de conflit, il y a plus de volonté de sacrifice. Il y a juste Sierra qui veut servir ses propres intérêts pour assouvir son crush. Mais elle propose des cours de tutorat à Veronica en échange de sa face. Encore une fois, situation de Phantom of the Opera, ou Cyrano de Bergerac littéralement. Aussi un petit peu après la scène où Sierra apprend que Jamie pense parler à Veronica, elle se montre très insistante de ne pas révéler sa propre identité à Danny et elle est même très blessée par ça. Danny s'excuse tout de suite. Il est très troublé par l'état émotionnel de son ami. Ça aurait pu être bien joué si Sierra avait expliqué qu'elle n'a pas confiance en elle, qu'elle se trouve laide, que tout le monde la traite de moche, si elle avait été vraiment intimidée pour son apparence. C'est pas parce que je veux qu'elle souffre, c'est parce que tout le long du film, il y a cette espèce de justification de je vais aller chercher ce que je veux malgré le fait que Jamie ne veut pas de moi parce que je suis laide. Il y a cette espèce de message de tu peux faire n'importe quoi parce que la vie te doit quelque chose, parce que t'as pas l'apparence physique de rêve que tu voudrais, et ce n'est aucunement justifié parce que aucun de ces problèmes n'est justifié par son apparence. Ce sont toutes des décisions qu'elle a prises par elle-même. Il n'y a pas assez de chair autour de l'os, il n'y a pas assez de profondeur dans ce personnage. Ce personnage est vide, ce personnage est le vilain de l'histoire. Donc blablabla, elles font une entente, on connaît la situation de Catfish qui s'ensuit. J'ai faim. Séance de tutorat, elles s'ouvrent l'une à l'autre. Honnêtement, leur amitié est assez bien exposée. Le fait qu'elles s'ouvrent peu à peu l'une à l'autre, les scènes qu'elles ont ensemble sont très bonnes. Honnêtement, je n'ai rien à leur reprocher. C'est juste les circonstances qui font en sorte que je me méfierais beaucoup de Veronica à la place de Sierra. Il y a aussi les scènes un peu étranges avec la mère de Veronica, où la mère de Veronica assume que sa fille est lesbienne. Encore une fois, une meilleure option que Sierra. Ok. La scène du slam. Honnêtement, ça fait quelques années que je pense à écrire moi-même ma version de Cyrano de Bergerac, ma version moderne de Cyrano de Bergerac, ce que maintenant je veux absolument faire parce que Sierra Burgess l'a fait, donc pourquoi pas moi. Et j'avais pensé que ça serait dans la même veine que rappeuse, poète, slameuse. Cette scène-là est tellement belle et elle aurait tellement fait une meilleure Cyranette que Sierra. Le personnage est même pas nommé, mais c'est tellement un beau slam qui représente toutes les différences de la société, comment on se met dans des cases, comment il faut rester intègre à soi-même, sinon on va se faire engloutir par la banalité, par le conformisme. C'est juste la meilleure minute de tout le film. Ça aurait pu être une rappeuse très très éloquente, qui est super populaire, qui est très bien connue dans son école et qui a un crush sur quelqu'un qui est d'une autre ethnie qu'elle, qui est d'un autre background
culturel qui est d'une autre religion même, et qui finalement se cache derrière quelqu'un qui est plus proche de son équivalent roxanien et qui séduit son équivalent roxanien avec ses poèmes et ses raps, et finalement, pouf, la vérité éclate. Ça aurait tellement été bon. Wow. Ok. Il y a une petite référence, très petite référence à la scène du balcon avant la vraie scène du balcon, où Sierra et Jamie se parlent au téléphone. Cela n'aurait pas dû avoir lieu parce que Jamie a déjà parlé à Veronica, donc il aurait dû savoir automatiquement que ce n'était pas Veronica, rhume ou non. Plus je parle de ce film, plus je me rends compte que c'est broche à foin et qu'il y a plein de trous. Ce qui est dommage aussi dans tout ça, c'est que Roxane et Cyrano ont grandi ensemble. Ils se connaissaient déjà, c'était des cousins. Ok, on ne va pas commenter sur l'inceste ici, mais ils se connaissaient déjà, donc ça aurait pu aussi être des amis d'enfance. Reprenons l'histoire avec notre super rappeuse slameuse. Elle aurait pu tomber amoureuse de son ami d'enfance et se rendre compte que lui était amoureux de la fille la plus populaire de l'école, et la fille la plus populaire, en fait, elle ne correspond pas aux standards élitistes de l'ami d'enfance roxanien. Notre super rappeuse offre ses services en tant que porte-parole, en tant que Cupidon, en tant que voix finalement de l'autre fille populaire christianienne, et on aurait eu un bon film. Est-ce qu'on aurait eu un film original? Peut-être pas, mais on aurait eu un film fidèle à l'adaptation qui ne ferait pas passer Cyrano de Bergerac pour trash. Ils se parlent, ils s'ouvrent l'un à l'autre, qu'ils aient une conversation téléphonique est non seulement un non-sens, mais aussi je trouve que c'est très cheap. Hey, je vais essayer d'en apprendre sur toi le plus vite possible pour qu'on puisse créer un lien, au lieu de prendre son temps pour vraiment apprendre à se connaître à travers un montage whatnot. C'est tellement un long film en plus. Un autre équivalent d'une scène du balcon. La première conversation téléphonique de l'équivalent de la scène du balcon, c'est parce que Sierra utilise sa voix et non son visage, qui est le visage de Veronica, pour s'adresser à Jamie. Donc c'est vraiment son âme qui s'ouvre et non elle qui joue le personnage de Veronica. Et ici, on a un peu la même circonstance avec le lip-sync qui était absolument ridicule, qui n'a pas du tout marché parce que c'est un film broche à foin. Donc je sais pas, il aurait pu avoir un enregistrement vocal et Veronica qui lip-sync. Ça aurait été plus pertinent que juste improviser du lip-sync. Sois un peu créative, come on. La scène où Sierra se fait passer pour une personne sourde. J'ai même plus envie de la commenter, rendue là, je veux me rendre à la scène du baiser qui a tellement choqué tout le monde avec raison. Mais je vais encore une fois brièvement commenter qu'elle aurait pu être une personne sourde ou une personne autiste ou une personne qui est neurodivergente et qui aurait pu essayer de se cacher derrière Christian qui aurait été un neurotypique pour pouvoir séduire son crush qui aurait été neurotypique. Ça aurait pu être n'importe qui d'autre que Sierra. Et je veux pas dire que les personnes laides, elle n'est pas laide. Les personnes ordinaires, les personnes banales n'ont pas droit à leur histoire, n'ont pas le droit de prendre la place de Cyrano, c'est juste que c'est tellement mal exécuté parce qu'elle n'a rien d'autre pour elle. Elle n'a presque aucune personnalité, elle fait juste mentir compulsivement, elle fait juste se cacher alors que Cyrano a tellement plus de profondeur que ça et ça aurait pu être réglé avec quelques petits ajustements comme sa douleur intérieure, ses complexes intérieurs qui ne se reflètent pas dans la réalité. Mais dans ce cas-ci, c'est juste mensonge sur mensonge. Ok, la scène du cinéma qui utilise l'un de mes éclairages préférés quand c'est moitié bleu, moitié magenta. J'adore cet éclairage, je vais mourir pour cet éclairage, j'en veux un dans tous mes vidéos. Sierra accompagne Jamie et Veronica à cette date. C'est un peu bizarre parce que Sierra ne parle aucunement à Veronica d'aucune des conversations qu'elle a eues avec Jamie, donc quand Jamie demande à Veronica « Est-ce que ton rhume est guéri ?», elle ne sait pas de quoi il parle. Au moins, Cyrano entraînait Christian. C'était pas juste la voix de Cyrano avec Christian. Christian répétait comme un perroquet les mots de Cyrano. Il les apprenait par cœur. Et à un moment donné, il improvise, il se met le pied dans la bouche, il se plante. Et c'est là que la scène du balcon apparaît parce que Cyrano doit réparer les torts entre les deux amoureux. C'est ces mots finalement qui réunissent les deux sans que Roxane le sache. Mais dans ce cas-ci, c'est juste Sierra qui utilise encore une fois Veronica un peu comme une marionnette. Tiens, ça aurait pu être ça, juste fait apprendre un texte à Veronica pour qu'elle le récite à Jamie pendant qu'ils font leur conversation Skype. C'est tout, c'est beaucoup plus simple. Ce film m'épuise, physiquement. Et là, c'est la scène super creepy
Et je pense que ça va être la dernière que je vais commenter parce qu'à partir de là, il y a une certaine divergence. Je ne vais pas revenir là-dessus. Tout le monde a déjà commenté comment la fin était dégueulasse, comment Sierra ne s'excuse pas vraiment. Elle s'excuse, mais il n'y a pas vraiment d'arc de rédemption. Jamie lui pardonne. Sierra écrit une chanson qui excuse son apparence, mais pas ce qu'elle a fait. Veronica lui pardonne. Veronica est a queen. La scène où Sierra se cache sous une voiture et essaie d'empêcher Veronica et Jamie de s'embrasser parce que JB est à elle. dans Cyrano et Roxane ne s'embrassent jamais. Il n'y a jamais de baiser entre les deux, même quand ils s'avouent leur amour à la fin. C'est trop tard, Cyrano crève. Bon, cette scène n'aurait pas dû avoir lieu. D'abord, c'est une agression sexuelle techniquement parce que Jamie n'a jamais consenti à embrasser spécifiquement Sierra. Il pense qu'il embrasse Veronica aussi. C'est assez drôle pour moi parce que Sierra et Veronica n'ont pas exactement la même taille et elles n'ont pas exactement les mêmes cheveux et c'est évident, elles n'ont pas la même shape, elles n'ont pas le même corps, donc c'est bizarre qu'il n'ait pas ouvert les yeux en se rendant compte que soudain Veronica était plus grande et avait les cheveux bouclés en tout cas. Dans Cyrano observe le baiser entre Christian et Roxane. C'est la scène juste avant qu'ils ne se marient. Et il dit « Baiser, festin d'amour dont je suis le Lazare ». Donc c'est lui qui a encouragé la relation entre les deux, c'est lui qui les a réconciliés, c'est lui qui a provoqué ce baiser, mais il n'en retire aucune joie parce qu'il vit par procuration finalement. Et encore une fois, ça aurait été un très bel ajout à la personnalité de Sierra, donc Sierra qui les regarde de loin. Jamie ne sera jamais attiré que par le beau visage de Veronica. Mon Dieu, je souffre, blabla. Ça aurait pu être aussi pertinent un peu plus loin quand elle surprend les deux en train de s'embrasser, mais à la place, elle pense que Jamie lui appartient et que Veronica l'a trahi. Cette scène n'aurait jamais dû avoir lieu, Veronica n'aurait jamais dû pousser Sierra à le faire, alors que dans la scène du balcon de Cyrano, c'est le contraire, c'est Cyrano qui pousse Christian à aller rejoindre Roxane. En conclusion, à ma très longue diatribe sur à quel point Sierra Burgess n'est pas Cyrano, pas du tout, c'est que dans Cyrano, il y a ce concept de sacrifice, ce concept de je ne mérite pas ma fin heureuse, je ne mérite pas l'amour, je ne mérite pas la personne que je convoite, même si cette personne éventuellement aura des sentiments réciproques parce que je ne corresponds pas aux standards de la beauté de la société. C'est très triste comme message, mais c'est aussi une chose à laquelle j'ai pu m'identifier à un certain moment dans ma vie, quelque chose à laquelle je suis sûre que beaucoup de personnes peuvent s'identifier. Quand on est adolescent et adolescente, il y a cette espèce d'obsession sur la comparaison et si j'avais ça, je pourrais devenir heureuse. Si je faisais ça, si je fréquentais ces personnes-là, si je me mettais du maquillage, je pourrais devenir la personne que j'aspire à être. Je pense que c'est pour ça que Cyrano résonne encore après tant d'années, tant d'adaptations cinématographiques. Pourquoi on en parle encore aujourd'hui? C'est parce que c'est une histoire très simple. C'est très simple, Cyrano. Si on enlève toute l'histoire et tout ça, basically, comme le dit Dominique Demers, c'est un rendez-vous raté avec l'amour. Roxane est aveuglée par la beauté de Christian, Cyrano est aveuglé par sa propre laideur. Ça pourrait faire un très bon film. Les créateurs de Sierra ont fait une bouillie. Parce que dans Sierra, il n'y a pas cette notion de sacrifice. Tout est donné à Sierra. Tout lui est livré sur un plateau d'argent. Elle n'a pas à travailler. Elle a juste à pleurer et à écrire une chanson pour se faire pardonner et obtenir tout ce qu'elle désire. Le gars, le pardon, ses amis, rentrer à l'université. Et c'est vraiment dommage parce que beaucoup de bonnes choses auraient pu être tirées de cette œuvre-là. Ils ont les moyens, ils ont le casting, ils ont le matériel original. Et ce concept de sacrifice est super important pour ces œuvres-là parce que c'est quand le héros ou l'héroïne souffre qu'on peut le plus s'identifier à ses troubles ou au moins sympathiser avec ses troubles. Mais dans ce cas-ci, Sierra a toujours le gros bout du bâton et c'est les autres qui doivent danser autour pour pouvoir s'accommoder à ses besoins et à ses désirs. Veronica doit lui prêter sa face en échange de pas grand-chose finalement parce que même si elle est tutorée, elle n'a pas le garçon qu'elle désirait. Finalement, il la dump pareil. Alors que si elle avait eu l'objectif de ne pas couler ses examens et de pouvoir rester dans son équipe de cheerleading, là, ça aurait été beaucoup plus pertinent. Jamie obtient une menteuse pour copine,
Good job. Dans Ta voix dans la nuit, Fanny, l'héroïne, en plus d'être intimidée, elle a été abandonnée par son père. Son père a quitté sa mère pour une femme beaucoup plus jeune. Il démontre son amour de façon très maladroite. Fanny ne se considère pas spécifiquement laide, mais vu qu'elle est intimidée, ça rentre dans son estime personnelle et ça la rend vraiment misérable. En plus de ça, son ennemie juré, la fille qu'elle pensait être une amie, l'a trahie et finit par séduire le garçon sur lequel Fanny avait des vues. En plus, Fanny se rend compte que dans la vraie vie, les princes charmants comme le garçon qu'elle convoitait tombent amoureux des filles, des très belles filles comme sa pire ennemie Maryse. Donc il y a cette espèce de notion de sacrifice, de je mérite ce qui m'arrive, je ne mérite pas le bonheur, je vais m'en sortir, je suis un bloc de glace, je suis plus forte que ça. De l'extérieur, je vais avoir l'air forte. Et c'est cette espèce de profondeur-là qui est cachée derrière une façade qui n'est pas présente dans Sierra. Par contre, un film qui a très bien réussi ce tour de force qu'est Cyrano de Bergerac, c'était The Half of It. Et voilà, c'est tout pour cette très longue vidéo. J'espère que tu as apprécié. N'hésite pas à liker, commenter, partager, t'abonner à ma chaîne. Tu peux me suivre sur Instagram @bookiecovers ou sur ma chaîne principale Mookie Dunia où je présente mes chorégraphies et autres créations. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu veux que je commente une autre adaptation cinématographique d'un livre, d'une série ou d'une pièce de théâtre. Sur ce, je m'appelle Mookie et j'espère que tu trouveras ton prochain coup de cœur sur Bookie Covers. Bye!